Bonjour Yehuda Lancry. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU et en France, par ailleurs docteur en littérature française. Yehuda Lancry, on a le plaisir de vous écouter tous les dimanches matins dans le morning de Radio J pour mieux comprendre la situation au Moyen-Orient. Les affrontements entre Américains et Iraniens se poursuivent cet après-midi avec la Jordanie et le Bahreïn de nouveau visés, alors que la centrale nucléaire de Bushehr en Iran aurait été prise pour cible par les Américains. Des frappes américaines qui la nuit dernière ont pris pour cible des infrastructures dans les provinces du Sud, ainsi que 2 ponts dans l'Est du pays, le long de la ligne ferroviaire entre les villes de Téhéran et de Machhad. Elles auraient fait 14 morts selon les autorités iraniennes, ainsi que 78 blessés. L'Iran qui avait ciblé de son côté le Bahreïn, le Qatar et Koweït. Est-ce qu'on demeure néanmoins, pour l'instant, de votre point de vue, dans un affrontement encore relativement maîtrisé par les deux belligérants? Effectivement, l'empoignade Iran a repris le dessus sur le cessez-le-feu. Un cessez-le-feu qui est certainement fragilisé par ces événements, qui révèle aussi les lignes de fracture au sein du leadership iranien. Il y a d'un côté, on le ressent bien, l'approche rigoriste, révolutionnaire des gardiens de la révolution, et il y a l'approche pragmatique des négociateurs. Donc, entre ces deux lignes, ici ou là, des incidents éclatent. Et c'est le cas à l'heure actuelle. Je pense que le président Trump est en train de perdre patience. Il le signifie aux Iraniens. Ce sont des actes de sommation tout à fait concrets, gravissimes même pour l'Iran. Il serait de l'intérêt de l'Iran de se rendre à l'évidence et d'envisager en bonne foi un accord avec les États-Unis. Je ne suis pas pour ajouter la guerre à la guerre. Mais enfin, et d'ailleurs, le président Trump ne l'est plus. Mais je crois qu'il est en train de se séparer de la ligne souple de son vice-président, un peu, comment dirais-je, idéologue puritain qui a pu trouver un langage commun avec le leadership iranien, soutenu d'ailleurs de façon plus ou moins visible par les 2 autres négociateurs américains, Jared Kushner et Steve Witkoff. Donc on peut imaginer, puisque je voudrais qu'on s'arrête à la fois sur les dynamiques internes américaines et iraniennes, on peut considérer que Donald Trump sera peut-être davantage à l'écoute dans les prochaines heures, peut-être qu'il est déjà depuis 48 heures, plutôt de son secrétaire d'État Marco Rubio, qu'on a présenté comme un peu plus sceptique sur la volonté des Iraniens de respecter un cessez-le-feu et de signer à terme un accord global, notamment sur les questions nucléaires. Oui, je pense que c'est le cas, effectivement. La ligne de Marco Rubio qui a connu un certain triomphe au Liban entre les négociations israélo-libanaises et ce qui s'ensuit, est en train de reprendre le dessus. Je pense que Trump est sensible à cette situation. Il a montré patte blanche quant à sa volonté de terminer avec la phase guerrière et d'aborder une phase diplomatique. Donc, les critiques aux États-Unis ont été plus ou moins jugulaires à ce niveau. Il ne reste plus grand-chose à démontrer que la volonté des États-Unis de faire régner l'ordre international, notamment dans le passage du détroit d'Ormuz, que l'Iran, jusqu'ici impunément, considère que c'est un territoire souverain, une zone maritime souveraine de l'Iran, au défi de la loi internationale maritime. C'est la ligne d'ailleurs de Marco Rubio qui fait valoir le droit à la mer internationale plutôt que les Iraniens. Yehuda Lancry, côté américain, est-ce que le timing est également important? Les célébrations du 250e anniversaire de l'indépendance du pays sont derrière nous. La Coupe du Monde avance vers ces dernières phases avec l'élimination par ailleurs de la Team USA. Est-ce que pour Donald Trump, ça peut le conduire Donald Trump à envisager et de mener donc des frappes militaires, ce qui semblait se refuser ces dernières semaines, ou au contraire, est-ce que la perspective
perspective des prochaines élections, des midterms en novembre prochain, peut l'incliner à demeurer très mesuré malgré tout dans cette escalade militaire? Alors, je pense qu'il a effectivement choisi la moyenne mesure. Il a très bien évalué, comme vous le faites ressentir vous-même, que certains grands événements comme le 250e anniversaire ou la Coupe du Monde qui tire à sa fin sont plus ou moins derrière lui et qui ne sont plus des facteurs paralysants. Alors maintenant, il aura en considération les élections du moyen terme. C'est pour cela qu'il ne se lance pas dans une agression sauvage, totale, globale, même si cette perspective n'est pas égarée, du moins, n'est pas écartée, du moins dans les menaces que profère Donald Trump. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait conduire, selon vous, monsieur l'ambassadeur, à enterrer pour de bon le cessez-le-feu signé le mois dernier? Trump a certes déclaré, notamment mardi, que l'accord était mort, tout en se disant ouvert à la reprise des négociations. On sait que les médiateurs sont au travail à nouveau, côté pakistanais, omanais ou encore qatarien. Quel type d'événement pourrait conduire les deux acteurs principaux, les Américains et les Iraniens, à aller beaucoup plus loin dans leur frappe? Les Américains iront beaucoup plus loin dans leur frappe si jamais leur volonté d'écarter le risque nucléaire de l'Iran n'était pas accessible. Je pense qu'il y a là, du côté américain, une condition préalable tout à fait certaine. On mettait en doute d'ailleurs cette certitude en Israël notamment, quant à la volonté américaine de poursuivre cet objectif. Mais je pense que la ligne suivie par Donald Trump ces derniers jours indique clairement qu'il y tiendra et qu'on a vite fait d'enterrer la ténacité de son action et la volonté d'avoir un Iran ayant un degré zéro de nucléaire. Même si pour l'instant, Yehuda Lankri, l'administration Trump met surtout en avant la question de l'ouverture totale du détroit d'Ormuz, plutôt que le nucléaire. Oui, bien entendu, c'est un facteur majeur. Je pense que finalement, les États-Unis auront raison, parce qu'ils ont la puissance avec eux. Et l'Iran devra reconsidérer sa position. J'espère que le clan des modérés va savoir manœuvrer. Autrement, ça sera la perte, et je ne le regrette pas, de ce régime. Si c'était peut-être la perspective d'un basculement du régime, il vaudrait mieux réellement forcer la mesure et en finir avec ça. Est-ce qu'Israël a tout intérêt, selon vous, Yehuda Lankri, à ne pas participer aux opérations militaires en cours? Et Israël, à mon sens, a intérêt à se tenir à l'écart, en marge. D'une part, signifier aux Américains, nos alliés, que nous sommes toujours leurs alliés et qu'en cas de besoin, nous sommes là. Évidemment, si nous étions attaqués, Israël ripostera, c'est certain. Mais pour le moment, notre intérêt indique qu'il nous faut nous tenir à l'écart, ne pas raviver les flammes de cette empoignade entre les Américains et les Iraniens, laisser les Américains faire leur job, comme on dit, et se tenir à l'écart, mais dans la vigilance maximum. Et de l'autre côté du miroir, est-ce que les Iraniens n'auraient pas intérêt, au contraire, à ce qu'Israël revienne, si j'ose dire, sur le champ de bataille pour étendre la guerre et ses conséquences, ce qui pourrait peut-être nuire aux intérêts à court terme de l'administration Trump? C'est certain, l'Iran voudrait mettre un brin de chaos dans cet épisode, mais ils savent très bien que la réaction d'Israël est à portée de main. Et qu'Israël ne va pas laisser passer l'occasion pour administrer à l'Iran une autre défaite. Ce sont des défaites inavouées chez les Iraniens, vous le ressentez. Ils proclament victoire. Et d'ailleurs, si les gardiens de la Révolution, leur commandement, semblent ignorer ce fait et faire un marketing d'une victoire, dit-on, totale auprès
de leur population, c'est parce qu'effectivement, ils savent que ça tient à la survie du régime. Yehuda Lancry, vous évoquiez tout à l'heure l'importance d'étudier de près les dynamiques internes au sein de l'appareil d'État iranien. On a vu ces images, ces vidéos où le président iranien Massoud Pezeshkian ainsi que le ministre des Affaires étrangères de la République islamique Abbas Araghchi ont été sifflés pendant les obsèques nationales organisées pour l'ancien guide suprême Ali Khamenei. Est-ce que vous considérez que les dernières manœuvres militaires iraniennes sont également à interpréter au prisme justement de ces obsèques nationales de Khamenei qui est inhumé aujourd'hui à Machhad? Est-ce que c'est l'expression, au moins du côté des gardiens de la Révolution, d'une posture idéologique anti-américaine qui aurait besoin de s'exprimer à ce moment-là, dans ce moment de renouvellement du pouvoir? Effectivement, les gardiens de la Révolution feront tout ce qu'ils peuvent, même en frisant l'irresponsabilité totale, en prenant le risque de nuire aux intérêts vitaux de leur pays, de se montrer comme l'élément le plus intraitable, le plus radical, car c'est comme ça qu'ils perçoivent la situation. Non seulement ils sont bourrés idéologiquement de cette drogue quasi mortelle qui fait que l'irrédentisme iranien, pour eux, doit régner dans cette région et doit polluer cette région. Euh, et de l'autre côté, il y a ces modérés se font siffler parce que l'occasion des funérailles du guide suprême ne se prêtait pas à autre chose que d'indiquer aux modérés quelle était la ligne à suivre. Je voudrais qu'on termine avec le Liban. Avec une double question, est-ce que cette escalade, Yehuda Lancry, pourrait, selon vous, avoir des conséquences sur la situation au Liban, alors que les négociations doivent se poursuivre entre les autorités israéliennes et libanaises, et justement, autorités libanaises qui exigent un retrait total des troupes israéliennes des 2 zones pilotes dans le sud du Liban, au profit plutôt des forces libanaises. Pour Beyrouth, ce retrait est la condition de sa participation aux prochaines transactions qui se tiendront la semaine prochaine à Rome. Dans quelle mesure ces deux dossiers sont toujours intrinsèquement liés? Est-ce que vous voyez sur le deuxième point Israël accéder aux demandes libanaises sur ce retrait partiel? L'Iran fait tout pour effectivement lier les deux dossiers. Sa situation avec les États-Unis et la situation du Liban avec Israël. Israël fait tout pour séparer ces deux dossiers et inviter l'Iran à se distancier des affaires libanaises. Je pense que là, sur cette distanciation, il y a une vue commune libano-israélienne. Il faut en profiter pour mettre en œuvre chaque élément politique qui peut se concrétiser par des cessions de territoire. Il y a, comme vous le savez, des projets pilotes qui sont mis en œuvre. Il faudrait multiplier ces projets pilotes et donner toutes les assurances. Ça a été fait sur le plan déclaratoire par le Premier ministre qu'Israël n'avait aucun intérêt sur le territoire libanais. Nous n'avons réellement aucun intérêt. Je pense qu'il n'y a pas de divergence de vue au sein des politiques israéliens, mais mettons à part les extrémistes qui revendiquent toujours quelque chose, mais pour la majorité écrasante des Israéliens, ça a été toujours le cas. Israël n'a aucun intérêt, aucune convoitise territoriale à explorer au Liban. N'était-ce les conditions sécuritaires, on n'aurait jamais mis les pieds au Liban. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Yehuda Lancry, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur d'Israël aux Nations Unies et en France, docteur en littérature française. On vous retrouve tous les dimanches dans le morning de Radio J. Merci encore de votre intervention dans le Grand Journal. À très bientôt. Merci Steve, à bientôt.